Dori en ont marre de porter des deuils et du veuvage qu'elles doivent porter du fait du massacre de leurs époux et de leurs enfants lors des attaques terroristes. Elles ont donc battu le pavé ce 10 juillet pour protester contre l'insécurité au Burkina Faso. Une marche qui intervient après celle de l'opposition le week-end dernier. Et puis la mort des animaux, notamment des bovins et des poissons dans la province des Balés. Une équipe gouvernementale s'est rendue sur les lieux pour un constat. On apprend que ces bovins ont ingurgité des éléments nuisibles. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur BF1. Après la marche de protestation de l'opposition contre l'insécurité le week-end dernier, ce sont les femmes de Dori dans la région du Sahel qui ont battu le pavé ce 10 juillet pour interpeller le président du Faso. Elles disent en avoir assez des deuils récurrents et du veuvage apporté à cause du massacre de leurs époux et de leurs enfants. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30. Mais avant, l'inquiétude des femmes de Dori et des femmes des autres régions du Burkina pourrait être résorbée dans les prochains jours. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a rencontré tour à tour au palais présidentiel les personnels des forces armées nationales, notamment le commandement, les officiers et les sous-officiers. Au menu des échanges, la sécurité des populations. Rochma Christian Kaboré et le personnel des forces armées nationales ont échangé à bâton rompu afin de mieux cerner les problématiques qui se posent aux forces de défense et de sécurité. Toute autre chose à présent, vous l'avez peut-être appris sur les réseaux sociaux, à Poura et Sekako, dans la province des Balés, des bovins et des poissons sont morts après avoir consommé des substances incomestibles. On estime à 5 bovins tués et près de 120 kg de poissons intoxiqués. 72 heures après la mort de ces poissons et bœufs, une délégation de 5 ministères s'est rendue dans ces localités pour voir de plus près l'ampleur des dégâts. Et on vous apprend que le produit destructeur aurait été jeté du wagon d'un train en mouvement, aspergeant ainsi les herbes et polluant au passage l'eau du fleuve Mouhoun. C'est le premier grand bilan que l'équipe conduite par le ministre des Ressources animales a fait hier aux hommes de médias à Boromo. Sekako, société d'exploitation du charbon colonial, site d'orpaillage artisanal devenu un gros village. C'est ici qu'est partie cette grosse frayeur depuis le dimanche dernier, où 3 bœufs ont été retrouvés morts près d'une concession. Le mardi 6 juillet, cette fois, ces bœufs, en état de putréfaction avancée, longeant ses rails dans ces herbes asséchées, vont s'abreuver dans une flaque d'eau visiblement contaminée par un produit très toxique. Le ministre des Ressources animales, des Mines et les représentants de l'environnement, de l'eau et de la santé font le constat de plus près. Résultat, 5 bœufs ont péri et ce produit aurait été jeté d'un wagon du train. C'est-à-dire que la nuit du dimanche, il y a eu une pluie. Bon, il y a un vieux, il est venu me voir, il m'a dit qu'il a perdu 3 bœufs. Donc nous, on allait constater. Ça, c'était dans les constructions. Donc bon, les gens ont pensé que ça, là-bas, il y avait des plats posés. On pensait que c'est quelqu'un, il a mis des choses dans les plats là, et puis les bons ont mangé, et puis ça arrivait. Bon, le mardi encore, ils viennent de me dire qu'il y a 2 bœufs encore qui sont tombés ici. Donc on est venu, on a constaté. Bon, c'est-à-dire que c'est l'eau qui était là, ils ont bu l'eau là. Maintenant, après ça, bon, on a constaté, on voit l'herbe là. On dirait qu'ils ont traité ça avec l'herbicide. Donc on a pris les traces là, jusqu'au trou du train là. Donc on a vu que bon, c'est des produits, ils ont jeté par le train. Donc l'eau de pluie a envoyé ça. Bon. Donc c'est ça qui est arrivé, a amené tous ces dégâts là. La pluie tombée à Sekako a drainé avec elle ces produits chimiques jusqu'au fleuve Mouhoun. Et à Poura, une quarantaine de kilomètres de Boromo, ce sont des centaines de poissons qui flottaient sur l'eau au matin du mercredi 7 juillet. Ils provenaient certainement de Sekako. Nous, on a constaté les poissons morts là, en train de suivre l'eau vers le sud. La mortalité vient d'ailleurs. Bon, nous ne savons pas c'est à quel niveau. Les poissons sont morts et puis l'eau les emporte vers le sud. Voilà. La plupart des poissons constatés morts au niveau des fleuves, en dehors du village de Sekako, c'est-à-dire Poura, Fara, c'était des poissons qui étaient morts au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau du village de Sekako. Il faut savoir qu'à Sekako, ces orpailleurs font usage du cyanure dans leurs activités quotidiennes.
La piste est à exploiter, même si rien ne confirme pour le moment. Cet orpaillage artisanal utilise des produits chimiques pour le traitement de l'or, en l'occurrence le cyanure. Donc le cyanure n'est pas exclu. Mais à l'étape actuelle, nous ne pouvons pas confirmer que c'est du cyanure, mais nous avons émis l'hypothèse en tout cas de produits chimiques. Séance tenante, des prélèvements sont faits encore par plusieurs structures techniques de l'État, dont l'ONEA, pour des analyses approfondies afin de déceler précisément l'agent causal de cette mortalité. Des mesures urgentes sont prises et dans la prévention, au moins 120 kg de poissons ont été saisis avant qu'ils ne soient consommés. Une importante quantité de poissons était morte, dont 120 kg de poissons saisis et détruits. Il y a eu également un renforcement de la surveillance épidémiologique, une rencontre avec l'ensemble des services techniques et une suspension de la desserte en eau de l'ONEA. L'ONEA a procédé par la suite à des ravitaillements. Les animaux en putréfaction sont incinérés et enfouis. La pêche est suspendue également à ce jour. En plus de pousser plus loin les investigations, cette sortie terrain visait à rassurer l'ensemble des populations qu'une batterie de mesures sont prises pour éviter des intoxications alimentaires. La bonne nouvelle ici, selon Modeste Yerbanga, aucune mortalité de poissons ni de bovins, encore moins de pertes en vie humaine, n'a été enregistrée dans toute la province des Balais depuis le soir du 7 juillet 2021. Prenons à présent la direction de la commune de Zamo dans le Sanguier pour voir de plus près toutes les pratiques qui intoxiquent le plus grand cours d'eau du Burkina. Dans la forêt de Kalio sont installés illégalement et anarchiquement des milliers d'exploitants artisanaux de l'or. Ils utilisent des produits chimiques sans aucun respect de la réglementation, des produits qui se retrouvent par la suite dans le flot Mouhoun, menaçant ainsi la survie de la retenue d'eau ainsi que celle des espèces aquatiques. Et pour protéger cette importante ressources d'eau, il y a la police de l'eau qui veille au grain. Mais que vaut cette structure de la région du centre-ouest sans une véritable synergie d'action de l'ensemble des acteurs? La réponse dans cet élément signé Abdou Razak Traoré. En apercevant l'équipe composée de forces de l'ordre, c'est la débandade ici. Ces exploitants artisanaux de l'or prennent la poudre d'escampette, abandonnant toutes leurs installations anarchiques et illégales. Nous sommes en plein cœur de la forêt classée de Kalio, dans la commune de Zamo, province du Sanguier. Elle n'est pas classée de manière fortuite. Le Mouhoun, le plus long et plus pérenne fleuve du Burkina Faso, traverse ce tamas de biodiversité protégée. Mais la réalité est implacable. Les déchets de minerais sablés, manipulés par des substances chimiques, sont déversés sur les lits du fleuve. Et à chaque pluie, ils sont convoyés dans le fleuve. L'eau a même changé d'aspect. La retenue d'eau sans sable menaçant du coup sa survie ainsi que celle des espèces aquatiques. C'est ce constat que justifie cette mission de contrôle patrouille de la police de l'eau du centre-ouest. Vivant en tout cas une catastrophe écologique, que ce soit au niveau du fleuve Mouhoun, tout au long du fleuve Mouhoun, il a vu que les gens avaient promis de libérer les berges, mais ils ne l'ont pas fait, ils sont toujours là très actifs. Et contrairement à ce qui avait été pris comme engagement lors de l'atelier de Koutougou, le 4 mars 2021, qui a réuni quand même le gouverneur de la Boukou du Mouhoun et du centre-ouest, avec tous les acteurs, les orpailleurs, les artisans orpailleurs, etc. Ils ont pris l'engagement de libérer les berges, les fleuves Mouhoun, mais ils sont toujours. Sur l'ensemble des sites d'exploitation visités dans cette commune de Zamo, il ressort qu'aucun exploitant ne dispose d'une autorisation pour s'y installer. Dans leur anarchie, ils sont appuyés par les propriétaires terriens qui leur vendent ou louent les espaces hypothéquant même l'agriculture. Cette sortie se veut également un cadre de sensibilisation avec des acteurs retrouvés sur place et qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Votre champ est en train de partir. Donc ils vont partir, quand ils vont avoir les or, ils vont partir, ils vont vous laisser avec ces tas d'ordures hautes là. Et le problème là, même le problème de santé, c'est pas exclu que vous ayez ça avec vos enfants. Donc ils vont partir en tout cas, ils vont vous laisser avec le problème. Alors que le peu d'argent que vous aurez eu là, bon, ça va finir aussi. Vous serez maintenant en train d'appeler
appeler l'État, le gouvernement de venir vous aider parce que vous avez tel problème, vous avez tel problème. Alors que le gouvernement, un peu plus loin, vous a dit de ne pas faire, mais vous n'avez pas écouté. Faute de moyens conséquents pour interpeller convenablement les acteurs véreux, les forces de contrôle se contentent de détruire leurs installations. Mais ces actions sporadiques sont loin de décourager les exploitants. Alors, la police de l'eau lance un SOS. Pour que les problèmes soient traités à un haut niveau, qu'il y ait une action, des actions plus énergiques et plus concertées pour pouvoir en tout cas endiguer ce phénomène qui a un impact négatif sur nos ressources en eau. Quand on sait que le fleuve Moun, c'est un poumon, c'est le fleuve le plus long, le plus grand fleuve qui a un caractère national, qui ligue plus de 35% du territoire national, c'est quand même un élément très important de notre système hydrographique. Et si nous prenons garde, nous sommes en train de perdre inexorablement et de façon inéluctable ce cours d'eau-là qui a une valeur socio-économique très importante et environnementale très importante au niveau de notre pays. L'appel à des actions d'envergure, c'est aussi pour aider à encadrer l'utilisation des produits chimiques comme le cyanure et le mercure. Ils sont également manipulés sur les sites dans le non-respect des réglementations en vigueur. Le président du Faso a pris part à la 5e session extraordinaire de la force conjointe par visioconférence du G5 Sahel. Rochma Christian Kaboré et ses homologues de l'espace sahélien ont échangé sur la place et le rôle de la force française dans le mécanisme de la sécurisation de la région. C'est donc tout naturellement que le président français Emmanuel Macron a aussi assisté à ce rendez-vous de la force conjointe du G5 Sahel. Au cours de cette rencontre, il est ressorti également que le Burkinabé Yamdaogo Eric Thiaré occupe désormais le poste de secrétaire exécutif du G5 Sahel. Kwame Hervé Dapa. C'est l'une des informations essentielles de cette 5e session extraordinaire du G5 Sahel. Le Burkinabé Yamdaogo Eric Thiaré, ici à la droite du ministre des Affaires étrangères, est le tout nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. L'ex-ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies mesure toute l'ampleur de la tâche qui l'attend. C'est des moments de responsabilité et j'en suis conscient. Les chantiers sont très longs, très grands chantiers. La feuille de route qui a été tracée indique effectivement qu'il y a des actions à mener très rapidement. Mais bien sûr, je prends l'engagement donc de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour effectivement accomplir la mission qui m'a été confiée par les chefs d'État. Et pour cela, tous les acteurs de ce mécanisme de sécurisation ont besoin sans doute de clarifier leur position. C'est le cas de la force française Barkhane qui ne devrait plus exister sous sa forme actuelle. Mais comment les choses vont-elles évoluer? Même si à terme on arrive à une réduction des effectifs des forces françaises dans la région, ce sera donc dans une configuration avec plus de cohérence et avec plus de coordination. Et puis, il y a cette question qui revient à chaque réunion du G5 Sahel, l'impact réel des actions de cette institution sur le terrain. Je pense bien que le G5 Sahel a un bilan. Évidemment, c'est un bilan qui est insuffisant au regard donc, des enjeux, des difficultés, de l'aggravation de la menace que nous avons. Cela suppose qu'il y a plus d'efforts à faire. Des efforts à faire aussi sur le front de la mobilisation des ressources financières. Les chefs d'État du G5 Sahel qui se mobilisent de leur côté également, les parlementaires des pays de l'espace tentent d'apporter leur contribution. Ils se sont retrouvés à Bamako, au Mali, depuis le 6 juillet dernier. Bala Alassane Sakandé et ses pairs ont surtout insisté sur la participation citoyenne dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement. Alexis Belemnaba. À cette deuxième assemblée plénière du comité interparlementaire du G5 Sahel, tenue du 5 au 9 juillet à Bamako, 7 résolutions sont prises à travers une charte. Des résolutions qui visent à renforcer la participation citoyenne aux initiatives du développement et de la paix dans les pays membres de cette organisation. Nous sommes arrivés à une conclusion où nous avons adopté une charte. Nous avons pris 7 résolutions. Donc c'est dire qu'à partir de cet instant, c'est vrai, on avait commencé, le travail déjà,
Mais les résolutions qui ont été adoptées vont nous permettre d'aller maintenant sur le terrain. Avant, nous avions travaillé sur les textes. Aujourd'hui, c'est aller maintenant sur le terrain. Donc nous pouvons dire, depuis le lundi, les parlementaires se sont penchés là-dessus. Et vous avez vu que la participation était telle et le travail était tellement bien fait que nous avons même terminé avant l'échéance. C'est sur le thème « Renforcer la participation citoyenne aux initiatives de développement et de la paix au Sahel, rôle des parlementaires » que les représentants des peuples ont échangé. Le Premier ministre Christophe Dabiré, lui, a reçu hier vendredi une délégation de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Conduite par le président de l'Assemblée générale de cette structure, Maxime Drabeau, elle est allée présenter au chef du gouvernement les résultats engrangés pendant 3 années de fonctionnement, ainsi que la certification ISO 9001-2015 obtenue grâce à un bon management de l'entreprise Archimède Boy. La CAMEG, centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, est désormais certifiée ISO 9001-2015. Une certification qui traduit le bon management opéré au sein de cette entreprise. C'est la principale information qui ressort de cette audience du Premier ministre accordée aux responsables de la CAMEG. Que la CAMEG a obtenu, après des aménagements et des améliorations dans son management. Il s'agit d'un certificat qu'aucune centrale d'achat en Afrique de l'Ouest n'a encore obtenu. Au cours de cette audience, le professeur Maxime Drabeau et son équipe sont venus présenter leurs résultats après 3 années de fonctionnement. Des résultats jugés satisfaisants. Alors, les résultats, je peux dire que la couverture s'est améliorée. C'est-à-dire que la distance minimale à parcourir par un citoyen pour accéder aux médicaments essentiels et génériques, cette distance s'est réduite. Ensuite, la continuité de la disponibilité des médicaments s'est améliorée. C'est-à-dire qu'il y a moins de ruptures de stock. La qualité des médicaments s'est également améliorée parce que le circuit d'approvisionnement, justement à cause de cette certification, a été revu et s'est bien amélioré. Le chef du gouvernement a donné des instructions pour que la CAMEG fasse mieux pour l'intérêt du contribuable burkinabé, à en croire le professeur Maxime Drabeau. C'est fini pour la 22e conférence annuelle des agences comptables des établissements publics de l'État. 72 heures durant, les participants ont réfléchi sur les dispositifs organisationnels de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Des réflexions qui ont abouti à la formulation de recommandations pour une meilleure performance des agences comptables au Burkina. Abdou Aziz Sari. Pour une meilleure performance des agences comptables, il faut non seulement renforcer la capacité des différents postes comptables en matériel informatique, mais aussi en ressources humaines. Ce sont là quelques recommandations formulées à la 22e conférence annuelle des agents comptables, clôturée ce 9 juillet. Des recommandations que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'engage à mettre en œuvre. Pour la question des ressources humaines, nous allons mener ensemble la réflexion pour pouvoir recenser les besoins et voir dans quelle mesure, avec une catégorisation des postes comptables, comment on pourra organiser cet appui-là. Sur la question matérielle, nous notons que la nécessité d'appuyer fortement nos postes comptables sur les outils modernes, notamment la modernisation et l'informatisation. Et dans ce sens-là, le logiciel en cours de finalisation devra en tout cas nous permettre de résoudre un temps peu les questions d'automatisation des procédures au niveau des agences comptables, ce qui va permettre d'alourdir la charge de travail et en tout cas permettre une célérité dans l'exécution des missions à nous confier. Tout en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour la 23e conférence annuelle, les agents comptables prennent la résolution de renforcer la collaboration avec les ordonnateurs afin de mieux assurer la gestion des établissements publics de l'État. Culture pour clore ce journal, le festival Vivre ensemble au Kulpulgo s'est tenu le week-end dernier dans la commune de Sanga. Plusieurs activités, dont des danses traditionnelles, des courses cyclistes et féminines et des conférences publiques sur la paix et le développement ont marqué cette première édition. Maxime Ilboudo, Archimède Boy.
de la culture et du sport pour rapprocher les populations du Kulpe-Logo. Nous sommes à la première édition du Festival Culture, Cohésion sociale, Sport pour la paix et le développement de la commune de Sanga. Ce 3 juillet, c'est toute la diversité culturelle de la localité qui est mise en exergue. La culture comme symbole de paix et de dialogue entre les peuples. Mon objectif, c'est de voir Sanga, sa population, sa jeunesse, vivre en parfaite harmonie, vivre dans la cohésion sociale, vivre ensemble sans heurts, sans conflit, pour pouvoir amorcer le développement. Sans paix, sans cohésion, il n'y a pas de développement. Un peu plus tôt, les populations ont échangé sur les mécanismes endogènes de gestion pacifique des conflits. Objectif, mutualiser les connaissances et savoir-faire pour une mise en œuvre concertée des différentes initiatives en matière de cohésion sociale. Pour moi, le pari est gagné. Il est gagné parce que c'est pour une première fois que Sanga retrouve tous ses chefs traditionnels, toutes ses autorités autour d'un même objectif qui est la cohésion sociale. Quand tu regardes les gens, tu es satisfait, on lit une certaine joie, une certaine fierté de voir les fils de Sanga se réunir pour parler de cohésion sociale. Une course cycliste féminine et un match de football mettent fin à cette édition. Rendez-vous est pris pour la 2e édition du Festival Culture et Cohésion sociale de la commune de Sanga en 2022. Fin de ce journal. Merci de m'avoir reçu chez vous tout au long de cette semaine. Je vous retrouve, Dieu voulant, dans 2 semaines pour d'autres actualités. Excellente suite de programmes sur la chaîne au cœur de nos défis.